Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Xavier Cazard, qui est le fondateur de la Maison de la Conversation. Alors, Xavier a eu une première vie de journaliste et puis dans les années 90, plus précisément en 1995, il a fondé avec son associé Stéphane Villet une très belle agence indépendante qui s'appelle Entrecom dans le domaine de la communication et notamment de ce qu'on appelle dans le jargon le brand content et le développement effectivement de points de vue. Et puis, il y a quelques années, je crois, Xavier, tu vas nous expliquer, tu es rentré dans pas mal de réflexions par rapport finalement au sens de ta vie et à l'articulation entre tes envies et puis ton impact dans la société. Et ça t'a amené à développer le projet de Maison de la Conversation. Alors, avant de rentrer plus avant dans notre discussion, si tu devais résumer en quelques mots ce que c'est que ce projet de Maison de la Conversation. La Maison de la Conversation, c'est un tiers-lieu d'innovation sociale. Donc un tiers-lieu, c'est un lieu qui est un lieu intermédiaire, qui ne représente pas l'autorité, qui n'est pas un lieu privé, qui est un lieu et une gouvernance associative, et dont l'objet, qui est un lieu qui a un propos, et dont l'objet est de recréer du lien social. On dit que c'est un lieu qui fait du lien en proposant aux habitants du quartier, mais à toute personne intéressée, de vivre un espace et des moments de conversation qui sont conçus en fonction de valeurs qui pour nous sont indispensables pour recréer ce fameux lien social, qui c'est l'égalité entre les participants, c'est l'utilité, la sérendipité, l'inclusion, et le dernier élément indispensable à une bonne conversation, la convivialité. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on passe finalement de patron d'agence de communication à l'économie sociale et solidaire ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? C'est quoi les sources de cette aventure ? Il y a deux aspects. Déjà, le fait d'être indépendant donne un peu une liberté dans le choix de son activité et le sens qu'on veut donner au cours de sa vie. J'ai trouvé et je trouve toujours que la communication est un métier passionnant. Cela dit, en ayant une agence de contenu avec mon associé, à un moment je me suis dit que notre rôle n'était plus uniquement de concevoir et de diffuser des messages, mais également de créer du lien entre des personnes, et mon expérience des grosses organisations, entreprises ou institutions m'a montré un niveau de cloisonnement que je trouvais vraiment très important, beaucoup de souffrance aussi dans le travail, et je me suis dit en fait qu'est-ce qui manque, et ce qui manque, le mot, c'est la conversation. Et ça s'est passé en 2010. Notre directeur artistique avait fait une carte de vœux 2010, renouer avec l'art de la conversation, et je cherchais autour de ce mot, de cette idée de lien, et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Alors, l'art de la conversation, comme ça, en première approche, on pourrait penser à des choses assez aristocratiques de salon du XVIIIe siècle. Mais je pense que tu actualises la notion. Alors, c'est intéressant parce que les pays anglo-saxons trouvent très intéressante la notion de conversation. En France, c'est un mot quasiment péjoratif, et les 2 ans de confinement ont plutôt été salutaires pour sauver la conversation. C'est-à-dire que Pourquoi est-ce que c'est un mot péjoratif ? J'avais pas tellement cette perception, moi. Tu le disais, le côté aristocratique de la conversation fait qu'il y a une vision un peu de futilité, d'inutilité, etc. Et du coup... Moi, je pensais plutôt au salon de Madame du Deffand, à Madame du Châtelet. Enfin, c'était quand même
même des échanges intellectuels extraordinaires et de rencontres aussi. On est bien d'accord, une intellectuelle comprend, mais dans une vision plus large de la conversation, il y a un côté un peu d'entre-soi. Plutôt que d'ouverture. Alors qu'en effet, au XVIIIe siècle, les salons de conversation ont été des lieux qui ont permis de faire passer des idées progressistes, de mélanger des milieux sociaux différents, des artistes, des aristocrates, des bourgeois, etc. Et c'était un lieu d'éveil. Les Lumières sont nées et se sont déployées grâce aux conversations et aux salons de conversation. Cela dit, aujourd'hui, le salon de conversation, il est dans un quartier prioritaire de la ville. Alors, nous sommes aujourd'hui, je suis venue t'interviewer porte de Montmartre, dans le quartier Moscova, je crois. Je suis rue Maurice Grimaud. Alors, si tu peux nous décrire un petit peu ton quartier. Alors, mon quartier, c'est une no-go zone. Personne ne connaît la porte de Montmartre. C'est Saint-Ouen d'à côté, le Périph', le quatrième quartier le plus pauvre de France. Le maire, en arrivant, m'a dit, ici, tout le monde a un seul souhait, c'est en partir. Pour donner un peu, et plus ça va, plus je découvre la richesse, la curiosité, l'intérêt de ce quartier, qui est plein de fractures, mais qui est aussi plein de potentiel. Et le salon de la conversation, qui s'appelle la maison de la conversation, est donc dans ce quartier prioritaire, ouvert au public, et propose à des jeunes gens, là on est aujourd'hui jeudi, il y a des jeunes gens du quartier qui sont là un jeudi et qui sont en train de participer à des ateliers de conversation et qui viennent ici pour découvrir d'autres mondes, pour s'ouvrir à d'autres représentations. Dans un quartier pauvre, donc les gens se connaissent bien, sont un peu enfermés entre eux, et nous on leur propose des rencontres, des bifurcations, d'aller plus loin. Donc c'est déjà une première utilité de la maison de la conversation, de recréer du lien, de la curiosité, de l'envie de s'engager. Alors, tu citais le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens du quartier qui viennent à la maison de la conversation. C'est très intéressant. Tu disais qu'un des principes fondateurs de ta maison, c'était l'inclusion. Moi, ça m'intéresse, ça me fait penser à des choses qui n'ont pas marché, comme effectivement des maisons de la culture ou des théâtres d'avant-garde dans les quartiers, où finalement, c'est les Parisiens du centre-ville qui viennent voir les pièces et en fait les habitants du quartier pas du tout, et finalement c'est des sortes de soucoupes volantes complètement hors sol. Toi, avec ton institution qui est nouvelle, puisque je crois que ça fait à peu près 1 an, tu réussis à accueillir justement cette diversité sociale que tu évoquais. Alors le terme réussir, à mon avis, est un peu trop... Je m'y emploie, j'y parviens petit à petit, et c'est vrai qu'un ovni, qu'à la maison de la conversation, tout le monde se dit qu'est-ce que c'est. On a la chance d'avoir de très beaux locaux, la manière dont on est arrivé sur le quartier, c'est faite par des hasards et aussi une volonté. Mais la première chose qui nous est arrivée, c'est en plein confinement, le maire du 18e nous dit, il me dit, voilà, j'ai des jeunes étudiants dans le quartier qui les facs sont fermés, les bibliothèques sont fermées, les appartements sont trop petits pour réviser. Est-ce que vous voulez bien les accueillir pour qu'ils puissent réviser? Et donc, il y a 15 jeunes femmes, il n'y avait pas de jeunes hommes, 15 jeunes femmes, plutôt voilées, qui sont venues ici tous les jours et qui sont devenues, en fait, nos premières ambassadrices dans le quartier. Donc, c'est déjà un petit élément important. Et puis, notre programmation, puisque la première proposition de la maison de la conversation, c'est une programmation sociale et culturelle pour faire vivre l'expérience de la conversation, on l'a d'emblée co-conçu avec les associations locales. Le 18e, c'est un quartier plein d'initiatives, plein d'associations. On a été les voir, on leur a dit, voilà qui on est, on ne connaît pas le quartier, travaillons ensemble. Et ils ont plutôt joué le jeu, et ça nous a permis de comprendre un peu qui étaient les acteurs associatifs, et de commencer à tisser des liens, et de faire venir aussi un public par leur intermédiaire. En fait, il faut que le quartier t'adopte. Et complètement. Et on est autour de ce type de logique. Et petit à petit, c'est en train de se faire. Donc on a un café qui n'est pas encore ouvert. Et le jour où il sera ouvert, je sais que ça va être un moyen très intéressant de faire venir les gens d'une manière régulière. Et pourquoi est-ce que il t'est apparu aujourd'hui que la conversation, ce mot qui est, selon toi, pas si évident en français, qui est lesté effectivement de références historiques assez aristocratique, devient aujourd'hui quelque chose qui est fondamental pour la société?
Le mot conversation veut dire faire avec. Et tout à chacun, dans nos besoins primaires d'être humain, d'être en relation avec d'autres, de construire avec d'autres, c'est consubstantiel à notre humanité. Et je me dis, il y a 52% d'abstention législative. Le niveau de polarité, de polarisation des points de vue est devenu extrêmement fort. Et une des raisons pour laquelle tout ceci arrive, c'est qu'il n'y a plus de vision commune. Il y a peut-être plus d'espace. Enfin, les visions communes, il y en a peut-être rarement eu, mais il n'y a plus d'espace commun. Il y a plus surtout d'espace et de temps commun. C'est-à-dire que la conversation, comme tu le disais, c'est à la fois un moment, un espace et un temps. Et dans une logique de production assez élevée, dans une attente de rentabilité de ce qu'on fait, ce temps de la conversation se limite de plus en plus. Donc on a des points de vue qui sont sans nuance, on doit penser vite, donc on dit j'aime pas, mais on ne prend plus le temps de réfléchir et on se retrouve tous en face de moments qui ne sont pas réfléchis, qui ne sont pas nuancés, et ça crée des relations à la fois dans son univers professionnel mais aussi familial de plus en plus abruptes. C'est d'une grande brutalité en fait. Voilà, et la conversation, c'est de se redonner le plaisir et cet espace où la qualité de l'échange, aussi accepter de voir la complexité des choses, de ne pas trouver des réponses évidentes, mais de les construire avec les autres, devient une autre manière de fonctionner. Et là, c'est possible de le faire. Alors, quand on a préparé effectivement cette interview, tu m'as parlé aussi d'une posture d'humilité, en fait. C'est vrai que quand on parle de conversation, la première idée qui vient à l'esprit, c'est prendre la parole. Et c'est tout l'inverse. La conversation est basée déjà sur la notion d'écoute. Et l'écoute demande une réelle humilité, mais derrière la conversation, c'est aussi un rapport au monde qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la hauteur. Je disais dans les valeurs de la conversation, la première des valeurs, c'est l'égalité. Et l'égalité en quoi ? Mais en dignité. Ça veut dire la capacité à regarder l'autre égal à soi, de regarder toutes ses qualités. Et c'est pas évident quand on a appris à catégoriser, à juger, à avoir donc un regard très excluant. C'est difficile de se remettre à cet endroit-là. La maison de la conversation, ça permet de remettre tout à chacun au même niveau que soi et de construire avec l'autre. Pour nous, moi, à titre personnel, ce que j'aime dans la conversation, c'est sa créativité. C'est le fait d'avoir des idées nouvelles, c'est d'utiliser les ressorts de l'intelligence collective, par exemple. Et finalement, cette conversation, c'est la modalité qui accompagne une société qui est de moins en moins, enfin qui ne supporte plus la verticalité, qui ne supporte plus finalement les injonctions des institutions et du pouvoir, et c'est une façon de gérer l'horizontalité sans se battre. Alors c'est justement, notre initiation s'appelle débattre sans se battre, mais c'est en effet... C'est assez... la conversation, c'est de donner à chacun un rôle, une capacité à s'engager dans une société où on a l'impression que les outils de l'engagement sont de plus en plus difficiles à atteindre. Et quand on regarde le résultat des élections, cette notion de démocratie participative était l'attente principale des Français. Donc il y a beaucoup d'abstention, mais il y a aussi beaucoup de désir. Mais il n'y a pas les outils pour pouvoir rentrer en action. Et pour moi, derrière la conversation, il y a cette idée de gouvernance que tu évoques. Et quel que soit l'endroit où aujourd'hui on se trouve, ce sujet de la gouvernance me semble central. Et la gouvernance, c'est donner à chacun une place pour pouvoir agir. Donc finalement, c'est une sorte de laboratoire, ta maison de la conversation aujourd'hui, qui pourrait effectivement, si c'est une expérience qui produit des fruits, être répliquée, essaimée, diffusée. Oui, c'est exactement ça. Nous, c'est notre première maison de la conversation. Notre enjeu, c'est de prouver à la fois son intégrité économique, puisque c'est un projet autofinancé, on pourra en parler, mais également son impact social. Donc on a été recueillir les besoins du quartier. On s'est dit, il faut d'abord s'implanter dans ce quartier, sinon on sera complètement hors sol. Et on a vu que le premier besoin, c'était l'accès à l'activité professionnelle. Donc on sait, ça c'est un enjeu qui a été important pour nous. Donc on va voir les entreprises du quartier pour les relier aussi avec les habitants du quartier, se dire quels sont les besoins. Donc ce sont des conversations professionnelles ? Alors, pas uniquement, mais en tout cas, ça peut déboucher sur ce type d'idées.
Quand, par exemple, dans notre modèle économique, on reçoit et on fait des privatisations qui permettent de financer le projet, à chaque fois, je propose aux entreprises qui viennent, aux associations qui viennent, est-ce que vous voulez pas faire un team building solidaire pour pouvoir rencontrer les associations et les gens du quartier, toujours créer ce lien entre des personnes qui ne se rencontreraient pas autrement, et dans un monde où chacun a tendance à rester dans sa bulle, qu'elle soit digitale ou personnelle. On a quand même une culture très individualiste. Et comment se redonner la possibilité de faire confiance à l'autre, de ne pas être dans une société de la défiance, et de construire avec l'autre. Et ce que je voulais dire, si tu veux, avec la conversation, et ça reste un peu conceptuel, mais ça permet vraiment, dans un moment un peu de transition, de regarder son environnement avec beaucoup plus d'humilité, pour reprendre ce mot-là, et de se dire, je ne suis pas au-dessus du monde et de mon environnement, mais je dois vivre avec lui, et je dois faire avec lui. Est-ce que tu peux donner des exemples de la programmation que tu as mise en place avec tes collègues depuis un an ? Alors avec grand plaisir, parce que c'est finalement le sel de la maison de la conversation. Donc à chaque fois, on construit des programmes autour de nos valeurs qui peuvent s'appeler le bal du silence. Alors c'est curieux le bal du silence pour la conversation. Alors le bal du silence qui a été inventé par un camarade qui s'appelle Mathieu, qui a je cite son nom, qui a une agence qui s'appelle Gibraltar. Mathieu est juriste et écrivain, et il adore créer des formats de conversation. Et donc, j'ai découvert ce format grâce à lui, qu'on fait vivre ici, et qui consiste, quand deux équipes ne se connaissent pas, pour briser la glace en quelque sorte, de proposer aux gens, par groupe de deux, de se mettre face à face avec une feuille blanche et 2 crayons. Et les personnes se parlent sans se parler, juste en écrivant. Et au bout de 20 minutes, on s'arrête, et les gens ne peuvent plus s'arrêter d'écrire, donc en silence apprennent à se rencontrer, et ensuite toutes les personnes qui ont participé à l'expérience font un tour de parole pour dire ce qu'elles ont vécu, et après ça, le groupe est soudé. Là, c'est un exemple très concret de format de conversation. On en a un autre que j'aime beaucoup, qu'on a mis en place à plusieurs reprises, qui s'appelle la bibliothèque vivante. C'est un format qui vient du Danemark et dont l'intention première, qui s'est mis dans les bibliothèques pour faire découvrir et dépasser des préjugés qu'on peut avoir sur des personnes qui sont, chômeurs, homosexuels, etc., etc. Et du coup, ça consiste à venir dans un lieu, et au lieu de choisir un livre, on choisit une personne, et on va passer 20 minutes avec cette personne. Par exemple, j'ai choisi un livre qui était une femme noire, et qui m'a expliqué en 20 minutes, une femme d'une 50aine d'années qui m'a dit: à 20 ans, j'ai réalisé que j'étais noire parce que je voulais prendre un appart, j'étais étudiante, et on m'a refusé la location de cet appart, et je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment, j'ai compris, et là, le mieux, c'est qu'elle m'a expliqué comment elle a réussi à néanmoins être locataire de l'appartement. Donc à chaque fois, dans cette bibliothèque vivante, on découvre un petit morceau d'humanité qui fait avancer chacun avec une vraie conversation. Et là, ça fait partie des formats très très actifs et qui fonctionnent très bien. Finalement, une compréhension, enfin on se met dans les chaussures des autres, et on a effectivement une vision beaucoup plus riche des gens qui nous entourent et de la société. Exactement. Et pour concevoir ces formats, donc on s'appuie sur un collectif de designers qu'on a appelé des praticiens de la conversation. Et par exemple, il y a une dizaine de jours, on a travaillé sur des méthodes qui s'appellent le design fiction. Donc je suis venu avec ma fille, c'était un samedi. Et Ta fille qui a quel âge ? Qui a 16 ans. Et 5 explorateurs du futur, archéologues du futur, sont venus avec 5 objets qui étaient exposés dans la grande salle de Maison de la Conversation. Et parmi ces objets, il y avait une boîte de médicaments, il y avait écrit Empathe. Et donc là, l'idée, en 2500, le monde est devenu tellement dur que le gouvernement français promeut une molécule qui s'appelle l'empathe et qui rend empathique. Donc il y a des articles de journaux avec le prof qui dit mes élèves sont vraiment formidables depuis qu'ils prennent de l'empathe. Et à côté, il y avait des affiches des activistes anti-empathe qui sont là, laissez-nous libres de nos émotions. Et là, on s'est organisé par groupe, et chaque groupe avait comme mission de dire, est-ce qu'on ramène cet objet du futur dans le présent ? Et je trouvais que ce format était formidable pour justement aborder des sujets complexes de manière assez fine, plutôt joyeuse. Et ma fille de 16 ans, en partant, n'a pas envie de venir. C'est vrai au début, son week-end, etc. Elle me dit, mais papa, c'était vraiment bien.
Alors, tu parlais de format, tu viens d'évoquer effectivement des sujets qui sont riches, qui sont complexes et qui supportent pas finalement une approche j'aime pas dans la brutalité. Quels sont les sujets, les thèmes que vous abordez? Est-ce que tu pourrais donner un petit peu des exemples? Oui. Alors, on s'est donné comme fil rouge de notre programmation d'avoir une grande thématique par année. Et 2022, ça tombait un peu sous le sens. C'est les élections présidentielles, législatives. Et la conversation, c'est l'essence même d'une démocratie, où chaque voix compte. Donc, on s'est dit que notre sujet, c'était la citoyenneté. Et donc actuellement, on peut se dire que c'est souvent très très réduit à je vote, puis après, pendant 5 ans, il ne se passe rien. Et justement, comment on active des formes de conversation démocratique hors du vote qui commence à intéresser de moins en moins de gens et de moins en moins de jeunes? Ce matin, je discutais avec une jeune femme metteur en scène qui m'a dit qu'elle intervenait dans des écoles où elle propose aux élèves de se faire élire comme directeur de l'école. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable parce qu'ils se mettent à chercher des arguments, c'est leur quotidien, et ils courent voter à toute vitesse. Et elle me dit, là, on a réussi à trouver un dispositif qui permette de créer de l'engagement et d'avoir une forme de choix et d'implication, de citoyenneté à la hauteur de l'école. Et je lui ai dit, tiens, on va peut-être travailler ensemble parce que je trouve que c'est un super format, d'autant plus que nous, notre grand format qu'on est en train de mettre en place, c'est de créer devant la rue de la maison de la conversation, la rue de la conversation. Donc c'est un projet qui a été voté par les Parisiens au budget participatif de la ville pour créer un espace de démocratie participative où on va travailler non pas sur le référendum mais sur le préférendum, sur l'art de la nuance à l'échelle d'une rue où des associations, la collectivité, quiconque pourra venir se poser des questions et faire des choix collectivement. C'est de la démocratie directe et participative. Mais je ne sais pas encore ce que ça va être. Donc là, on est lauréat de ce budget participatif, mais maintenant on est en train de pondre le cahier des charges. Et je sens que ça va être un démonstrateur extrêmement qualitatif et intéressant. Tu parlais tout à l'heure d'ambassadeurs et d'ambassadrices de la maison de la conversation. Tu disais que effectivement c'est par la rencontre avec un certain nombre de personnes du quartier que la maison, toi et ton équipe, vous avez commencé à être adoptés et à créer en fait votre place, une place légitime où vous êtes bienvenus parce que vous apportez quelque chose. Qui sont ces ambassadeurs, ces ambassadrices, Comment ça se passe? Alors, dans notre proposition Maison de la conversation, on s'est dit comment déployer la culture de la conversation. Donc on s'est dit, on a 3 étapes dans un projet. Le premier, c'est de proposer l'expérience de la conversation avec la programmation. Le second, c'est l'initiation à la conversation avec des ateliers d'initiation, débattre sans se battre par exemple. Et le troisième, c'est de porter des projets. Donc nos ambassadeurs, c'est à la fois les jeunes du quartier qui vont venir ici et qui commencent à vivre, parce que là, les jeunes étudiants, ils viennent là tous les jours. Certains sont devenus stagiaires, par exemple, de la Maison de la Conversation. Donc les liens se créent petit à petit de cette manière-là. Mais il y a aussi tous les gens qui viennent avec leurs projets. Moi, à chaque fois, je leur dis, nous sommes un contexte. La conversation, c'est un contexte. C'est pour ça que cette idée de maison fonctionne bien. Venez avec vos idées et nous, on va vous aider à les mettre en œuvre. Et on est vraiment à cet endroit-là. Donc là, il y a un jeune homme qui a créé des ateliers de poésie, par exemple, avec une scène ouverte de poésie. Et la poésie, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne qu'on l'imagine. Donc il y a aussi bien des slammers. Voilà. Le dimanche, il y a une jeune femme qui était alternante ici et qui est partie après les élections en 10 ans, très engagée, qui fait du slam, etc. Et qui est partie en me disant, je dois retourner dans mon quartier, porter la conversation dans mon quartier. Elle est partie à Aubervilliers. Et elle est revenue, on faisait un hackathon sur la place des femmes, c'était dimanche dernier, un hackathon sur l'égalité et la place des femmes en politique. Un moment incroyable. Elle est venue avec son groupe de musique que je ne connaissais pas, Mystique Poétique. Et donc Léa est venue faire un slam et elle me dit après, en fait, Xavier, à partir de septembre, j'aimerais aller dans le métro,
organiser des conversations dans le métro. Je dis, écoute, c'est génial. Elle me dit, je pense que le métro est un lieu de grande misère, où il y a vraiment un endroit où les gens s'évitent. Comment recréer quelque chose? Je dis, écoute, viens, on va en parler. C'est la misère relationnelle. Relationnelle. On va en parler, on va aller voir la RATP pour voir si ça les intéresse, et on va monter un programme autour de ça. Voilà. Petit à petit, tous les gens qui viennent ici, en fait, ce que je remarque, ils ont, ça fait maintenant 1 an, je regarde qui vient. Donc, c'est des gens, en général, qui ont envie de s'engager, des gens du quartier, mais des gens d'autres quartiers qui viennent et qui ont envie de faire quelque chose. Et je trouve que cette notion de conversation résonne très très bien avec les jeunes gens qui y voient ces notions d'égalité, qui se disent on va pouvoir être écouté dans une conversation. Hein, il y a cette notion-là et on va pouvoir devenir actif. Et donc, j'ai sans doute pas un échantillon représentatif de la jeunesse française, mais en tout cas, ceux qui viennent sont des gens qui vivent complètement et pleinement l'expérience de la conversation. Et je crois aussi que tu ne crains pas, vous ne craignez pas d'aborder des sujets qui sont chauds. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une rencontre entre Palestiniens et Israéliens dans la salle d'à côté. Oui. Alors ça, c'est un truc incroyable. Moi-même, quand j'ai vu cette proposition arriver, je me suis dit, mais on va peut-être pas faire ça, c'est un sujet tellement brûlant et surtout dans des quartiers comme celui-ci. Mais le Raphaël, qui a organisé cette proposition et qui travaille sur ce sujet depuis des années, m'a convaincu que c'était vraiment une expérience intéressante à mettre en place et d'autant plus intéressante que des jeunes du quartier sont là et participent, je les ai vus, Adidja notamment, et participent à ces échanges. Et c'est pas juste des échanges, c'est pas des débats, ils construisent et ils se disent comment on peut faire pour recréer du lien entre ces deux communautés. Finalement, par rapport à tous les sujets brûlants, les sujets de transition dans lesquels nous sommes, il y a 2 voies. Il y a la voie de effectivement inventer de la synergie, ou bien ça c'est la sortie par le haut, et la sortie par le bas, c'est se battre, c'est le conflit. C'est le conflit. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est à un moment où le monde est en train s'est déjà transformé en réalité, et on applique de vieilles recettes, ce qu'on connaît, c'est tout à fait normal, à un environnement qu'on a du mal à saisir, et donc on manque d'idées, on manque de créativité, on manque de... On est prisonnier en fait de représentations qui sont soit obsolètes, soit toxiques. Exactement. Et du coup, la conversation, c'est un outil qui permet de faire évoluer ses propres représentations, d'aller chercher en intelligence collective, je vais prendre ce mot parce que c'est pas celui que j'emploie avec le public, le grand public, mais c'est le vrai sujet, d'arriver à faire bouger sa manière de voir et à trouver des solutions pour avancer. Mais comment tu vois effectivement l'équilibre entre l'énergie finalement de la présence physique, de la rencontre physique, et puis malgré tout le numérique qui permet d'élargir la conversation de façon incroyable et de façon mondiale. En 2010, donc quand je me suis dit que le sujet que je voulais explorer, c'était la conversation, la première action concrète avec Entrecom, c'est de racheter une société spécialisée dans les réseaux sociaux, qui s'appelle aujourd'hui Entrecom Social, et de me dire, tiens, c'est incroyable, ces réseaux sociaux qui arrivent et tout, sont en train de rebattre les cartes et permettre de créer une manière d'échanger beaucoup plus horizontale. Et je trouve toujours qu'il y a un potentiel extraordinaire derrière les réseaux sociaux. Cela dit, en avançant, commençait à avoir cette notion de bulle, d'algorithme, d'enfermement qu'il pouvait y avoir aussi dans les réseaux sociaux, ce qu'on maintenant on perçoit totalement, mais qui à l'époque était plus difficile à comprendre. Et je me suis dit, je suis pas ingénieur, je suis pas un spécialiste des data, et au fond, qu'est-ce qui m'intéresse moi personnellement, je travaille en termes d'intention dans la conversation, c'est de mettre l'humain et se mettre soi-même en action. Et c'est vrai qu'une conversation, c'est pas uniquement les mots qu'on va échanger, mais ça va être aussi tout le côté informel, tous les gestes, tout l'univers qu'on va mobiliser. Et je trouve que malheureusement, les écrans dégradent cette qualité d'échange et ont aussi un autre phénomène, le monétisent. Et je me dis que la conversation ne doit pas être monétisée. Et aujourd'hui, on a créé un comité d'orientation et notre principal sujet, c'est de se dire la conversation est un commun. C'est notre commun à tous.
qui peut s'effriter, on peut être moins à l'aise, on peut avoir du mal pour un enfant à se dire comment je vais réussir à parler à mes parents de tel ou tel sujet, et réciproquement, à tout moment de l'existence, on peut avoir de plus en plus de mal. Et en regardant les outils numériques, j'ai vu que on a Shirley Turkle, une anthropologue américaine, qui a étudié les jeunes qui sont nés avec l'écran et qui ont beaucoup de difficultés à rentrer en conversation directe sans passer par l'intermédiation de l'écran. Je me dis, là, il y a quand même un sujet important. Tu parlais des 2 ans de confinement. Qu'est-ce qu'on voit ? L'explosion des maladies psychiques. Voilà, une immense souffrance et qui est... Épidémie de solitude. Épidémie de solitude. Un Français sur 4 aujourd'hui souffre de solitude. Il y a quelque chose à faire à travers le fait de recréer et de redonner le goût et la possibilité et de s'autoriser à être en conversation. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Tu parlais du quartier, mais beaucoup de personnes ne vont pas venir ici parce que l'endroit leur déplaît, etc., mais parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à rentrer en conversation. C'est ça le sujet numéro 1. Donc nous, les conversations sont avant tout des moments de rencontre physique. On veut que l'échange soit à la fois le corps soit mis en action dans la conversation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser des outils digitaux pour propager la conversation. Et tu parlais des salons tout à l'heure. Il y a quelque chose qui, dans les salons de conversation du 18e, et de ces salons est né un genre littéraire qui s'appelle Les Conversations, qui sont des livres qui essayaient de faire vivre l'expérience des salons et qui avaient comme particularité de ne pas avoir de conclusion. Parce qu'une conversation ne finit pas sur une conclusion ou sur un point de vue qui domine l'autre, mais sur une ouverture qui permet d'avancer. Écoute, ça me semble une magnifique conclusion, justement, ou non-conclusion à notre conversation. Il y a une petite tradition dans Reboussolage, c'est que mon invité partage 1 ou 2 sources d'inspiration de toute nature. Quelles seraient les tiennes, Xavier ? J'ai vécu une expérience il y a quelques années dans un festival qui s'appelle Burning Man, qui se passe dans le Nevada, où pendant une semaine, 70 000 personnes se retrouvent autour de 10 règles. Qui sont l'expression de soi, ne pas laisser de traces, etc., etc. Et quand j'ai vécu et vu cette proposition, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça m'a bouleversé de voir que avec très peu de moyens, toute une communauté pouvait rentrer en résonance de manière non agressive, intelligente, voilà, créative, et créative, artistique. Et là, je me suis dit, tiens, il y a d'autres chemins possibles que ceux que j'ai connus. En France, on est un pays un peu révérentiel, très structuré, hiérarchisé. Voilà. Je me suis dit, voilà, ça c'était une belle inspiration. Donc j'ai envie de dire, allez à Burning Man. C'est pas facile. Oui, il faut quand même avoir les moyens. Voilà, c'est pas facile. Alors, les moyens, c'est de prendre l'avion pour y aller, et de pas être voilà. Mais le festival a cette comme particularité de ne pas avoir d'argent. Quand vous êtes sur place, vous venez avec vos propres effets et vous n'avez pas de monétisation de cette semaine. C'est ça que c'est une bonne inspiration. Après, la deuxième inspiration, c'est je pense que c'est l'amour des autres. C'est d'arriver à regarder les gens pour ce qu'ils sont. Hein. On parlait d'humilité tout à l'heure, et de se dire qu'à chaque rencontre, il y avait quelque chose de transcendantal qu'il fallait accueillir. Carrément. Et qui fait avancer. Merci beaucoup, Xavier Cazard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à Reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.